Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour la suite de la lecture des caractères de La Bruyère. La Bruyère est célèbre pour son œuvre unique, Les caractères ou mœurs de ce siècle, son unique œuvre, mais également l'œuvre de toute une vie en effet, car il aurait travaillé 17 ans pour publier en 1688 ce recueil de 420 remarques sous forme de maximes, de réflexions et de portraits présentés comme la continuation des caractères du philosophe grec Théophraste. La Bruyère décède en 1696 après avoir revu et corrigé son œuvre pour une 9e et dernière édition posthume, celle-là. Les caractères ou les mœurs de ce siècle sont ainsi passés de 420 remarques en 1688 à 1120 en 1694. Cet ouvrage constitué d'un ensemble de brèves pièces littéraires compose une chronique essentielle de l'esprit du XVIIe siècle. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Un homme d'esprit et d'un caractère simple et droit peut tomber dans quelques pièges. Il ne pense pas que sa personne veuille lui en dresser. Et le choisir pour être sa dupe, cette confiance le rend moins précautionné. Et les mauvais plaisants l'entament par cet endroit. Il n'y a qu'à perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde charge. Il n'est trompé qu'une fois. J'éviterai avec soin d'offenser personne, si je suis équitable, mais sur toute chose un homme d'esprit, si j'aime le moins du monde, mes intérêts. Il n'y a rien de si délié, de si simple et de si imperceptible, où il n'enterre des manières qui nous décèlent. Un sot ni entre, ni ne sort, ni ne s'assit, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n'est sur ses jambes, comme un homme d'esprit. Je connais Mopsé, d'une visite qu'il m'a rendue sans me connaître. Il prie des gens qu'il ne connaît point de le mener chez d'autres, dont il n'est pas connu. Il écrit à des femmes qu'il connaît de vue. Il s'insinue dans un cercle de personnes respectables et qui ne savent quel il est. Et là, sans attendre qu'on l'interroge, ni sans sentir qu'il interrompe, il parle. Et souvent, et ridiculement. Il entre une autre fois dans une assemblée, se place où il se trouve, sans nulle attention aux autres, ni à soi-même. On l'ôte d'une place destinée à un ministre. Il s'assied à celle du duc et père. Il est là, précisément, celui dont la multitude rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chasser un chien du fauteuil du roi, il grimpe à la chaire du prédicateur. Il regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur. Il n'a pas non plus que le sot de quoi rougir. Celle-ci est d'un rang médiocre. Mais des grands le souffrent. Il n'est pas savant, il a relation avec des savants. Il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont beaucoup. Il n'est pas habile, mais il a une langue qui peut servir de truchement et des pieds qui peuvent le porter d'un lieu à un autre. C'est un homme né pour les allées et venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour en faire d'office, pour aller plus loin que sa commission, et en être désavoué, pour réconcilier des gens qui se querellent à leur première entrevue, pour réussir dans une affaire et en manquer 1000. Pour se donner toute la gloire de la réussite et pour détourner sur les autres la haine d'un mauvais succès. Il sait les bruits communs, les historiettes de la ville. Il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que les autres font. Il est nouvelliste. Il sait même les secrets des familles. Il entre dans de plus hauts mystères. Il vous dit pourquoi celui-ci est exilé. Et pourquoi on rappelle cet autre. Il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères et de la rupture des deux ministres. N'a-t-il pas prédit au premier les tristes suites de leur mésintelligence? N'a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue? N'était-il pas
présent à de certaines paroles qui furent dites? N'entra-t-il pas dans une espèce de négociation? Le voulut-on croire? Fut-il écouté? À qui parlez-vous de ces choses? Qui a eu plus de part que celles à toutes ces intrigues de cour? Et si cela n'était ainsi, s'il ne l'avait du moins ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire croire? Aurait-il l'air important et mystérieux d'un homme revenu d'une ambassade? Ménippe est l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas, il répète des sentiments et des discours, se sert même si naturellement de l'esprit des autres qu'il y est le premier trompé et qu'il croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée lorsqu'il n'est que l'écho de quelqu'un qu'il vient de quitter. C'est un homme qui est de mise un quart d'heure de suite, qui le moment d'après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de l'héroïque, et incapable de savoir jusqu'où l'on peut avoir de l'esprit, il croit naïvement que ce qu'il en a est tout ce que les hommes en sauraient avoir. Aussi a-t-il l'air et le maintien de celui qui n'a rien à désirer sur ce chapitre et qui n'en porte envie à personne. Il se parle souvent à soi-même, il n'en s'en cache pas. Ceux qui passent le voient et qu'il semble toujours prendre un parti ou décider qu'une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c'est le jeter dans l'embarras de savoir s'il doit rendre le salut ou non. Et pendant qu'il délibère, vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l'a fait honnête homme, l'a mis au-dessus de lui-même, l'a fait devenir ce qu'il n'était pas. L'on juge en le voyant qu'il n'est occupé que de sa personne, qu'il sait que tout lui sied bien et que sa parure est assortie, qu'il croit que tous les yeux sont ouverts sur lui et que les hommes se relayent pour le contempler. Celui qui logeait chez soi dans un palais avec 2 appartements pour les 2 saisons, vient coucher au Louvre dans un autre sol, n'en use pas ainsi par modestie. Cet autre qui, pour conserver une taille fine, s'abstient du vin et ne fait qu'un seul repas, n'est si sobre ni tempérant. Et d'un troisième qui, importuné d'un ami pauvre, lui donne enfin quelques secours. L'on dit qu'il achète son repos et nullement qu'il est libéral. Le motif seul fait le mérite des actions des hommes et le désintéressement y met la perfection. La fausse grandeur est farouche et inaccessible. Comme elles sent sont faibles, elle se cache, ou du moins ne se montre pas de front et ne se fait voir qu'autant qu'il faut pour imposer et ne paraître point ce qu'elle est. Je veux dire une vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire. Elle se laisse toucher et manier. Elle ne perd rien à être vue de près. Plus on la connaît, plus on l'admire. Elle se courbe par bonté vers ses inférieurs et revient sans effort dans son naturel. Elle s'abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir. Elle rit, joue et badine, mais avec dignité. On l'approche tout ensemble, avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes nous paraissent grands et très grands, sans nous faire sentir que nous sommes petits. Le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Il tend à de si grandes choses qu'il ne peut se borner à ce qu'on appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur. Il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soient assez bons et assez solides pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs. Il a même besoin d'efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute simple. Mais les hommes ne l'accordent guère, et il s'en passe. Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres. S'il souffre pour le bien qu'il fait, il est très bon. S'il souffre de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté
qu'elle ne peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient accroître. Et s'il en meurt, sa vertu ne saurait aller plus loin. Elle est héroïque, elle est parfaite. Des femmes. Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite d'une femme. Leurs intérêts sont trop différents. Les femmes ne se plaisent moins les unes aux autres, par les mêmes agréments, qu'elles plaisent aux hommes. 1000 manières qui allument dans ceci les grandes passions forment entre elles l'aversion et l'antipathie. Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux façons de marcher, et qui ne va pas plus loin, un esprit éblouissant qui impose, et que l'on estime que parce qu'il n'est pas approfondi. Il y a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante de gestes et de démarches qui a sa source dans le cœur et qui est comme une suite de leur haute naissance, un mérite paisible, mais solide, accompagné de 1000 vertus qui, elles, ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent et qui se montrent à ceux qui ont des yeux. J'ai vu souhaiter d'être fille, et une belle fille, depuis 13 ans jusqu'à 22 ans, et après cet âge, de devenir un homme. Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les avantages d'une heureuse nature, et combien il leur serait utile de s'y abandonner. Elles affaiblissent ces dons du ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imitation. Leur son de voix et leurs démarches sont empruntées. Elles s'en composent, elles se recherchent, regardent dans un miroir si elles s'éloignent assez de leur naturel. Ce n'est pas sans peine qu'elles plaisent moins. Chez les femmes, se parer et se farder n'est pas, je l'avoue, parler contre sa pensée. C'est plus aussi que le travestissement et la mascarade, où l'on ne se donne point pour ce que l'on paraît être, mais où l'on pense seulement à se cacher et à se faire ignorer. C'est chercher à imposer aux yeux et vouloir paraître selon l'extérieur contre la vérité. C'est une espèce de menterie. Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre queue et tête. Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans la manière de s'embellir, dans le choix des ajustements et de la parure, suivre leur goût et leurs caprices. Mais si c'est aux hommes qu'elles désirent de plaire, si c'est pour eux qu'elles se fardent ou qu'elles s'enluminent, j'ai recueilli les voix et je leur prononce de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes, que le rouge seul les vieillit et les déguise, qu'ils haïssent autant à les voir avec de la céruse sur le visage qu'avec de fausses dents en la bouche et des boules de cire dans les mâchoires. Qu'ils protestent sérieusement contre tout artifice dont elles usent pour se rendre laides, et que, bien loin d'en répondre devant Dieu, il semble au contraire qu'il leur est réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir des femmes. Si les femmes étaient telles naturellement qu'elles le deviennent par un artifice, qu'elles perdissent en un moment toute la fraîcheur de leur teint, qu'elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé qu'elles se le font par le rouge et par la peinture dont elles se fardent, elles seraient inconsolables. Une femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire et sur l'opinion qu'elle a de sa beauté. Elle regarde le temps et les années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les autres femmes. Elle oublie du moins que l'âge est écrit sur le visage. La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La mignardise et l'affectation l'accompagnent dans la douleur et dans la fièvre. Elle meurt, parée et en ruban de couleur. Lise entend dire d'une autre coquette qu'elle se moque de ce piquet de jeunesse et de vouloir user d'ajustements qui ne conviennent plus à une femme de 40 ans. Lise les a accomplis. Mais les années pour elle, ont moins de 12 mois et ne la vieillissent point. Elle le croit ainsi. Et pendant qu'elle se regarde au miroir, qu'elle met du rouge sur son visage et qu'elle place des mouches, elle convient qu'il n'est pas permis à un certain âge de faire la jeune, et que Clarisse, en effet, avec ses mouches et son rouge, est ridicule. Les femmes se préparent pour leur amant, si elles les attendent. Mais si elles
en sont surprises. Elles oublient à leur arrivée l'état où elles se trouvent. Elles ne se voient plus. Elles ont plus de loisirs avec les indifférents. Elles sentent le désordre où elles sont, s'ajustent en leur présence ou disparaissent un moment et reviennent pareil. Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles, est l'harmonie la plus douce et le son de voix de celle que l'on aime. L'agrément est arbitraire, la beauté est quelque chose de plus réel et de plus indépendant du goût et de l'opinion. L'on peut être touché de certaines beautés si parfaites et d'un mérite si éclatant, que l'on se borne à les voir et à leur parler. Une belle femme qui a les qualités d'un honnête homme, est-ce qu'il y a au monde d'un commerce plus délicieux? L'on trouve en elle tout le mérite des deux sexes. Il échappe à une jeune personne de petites choses qui persuadent beaucoup et qui flattent sensiblement celui pour qui elles sont faites. Il n'échappe presque rien aux hommes. Leurs caresses sont volontaires. Ils parlent, ils agissent, ils sont empressés et persuadent moins. Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté, pour être son contrepoison. Et enfin qu'elles nuisent moins aux hommes, qui n'en guériraient pas sans remède. Les femmes s'attachent aux hommes par les faveurs qu'elles leur accordent. Les hommes guérissent par ces mêmes faveurs. Une femme oublie d'un homme qu'elle n'aime plus jusqu'aux faveurs qu'il a reçues d'elle. Une femme qui n'a qu'un galant croit n'être point coquette. Une femme qui n'a qu'un galant croit n'être point coquette. Celle qui a plusieurs galants croit n'être que coquette. Telle femme évite d'être coquette par un ferme attachement à un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix. Un ancien galant tient à si peu de choses qu'il cède à un nouveau mari. Et celui-ci dure si peu qu'un nouveau galant qui survient lui rend le change. Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival selon le caractère de la personne qu'il sert. Il ne manque souvent à un ancien galant auprès d'une femme qui l'attache que le nom de mari, c'est beaucoup. Et il serait 1000 fois perdu sans cette circonstance. Il semble que la galanterie dans une femme ajoute à la coquetterie. Un homme coquet, au contraire, est quelque chose de pire qu'un homme galant. L'homme coquet et la femme galante vont assez de pair. Et il y a peu de galanterie secrète. Bien des femmes ne sont pas mieux désignées par le nom de leur mari que par celui de leurs amants. Une femme galante veut qu'on l'aime. Il suffit à une coquette d'être trouvée aimable et de passer pour belle. Celle-là cherche à engager, celle-ci se contente de plaire. La première passe successivement d'un engagement à un autre, la seconde a plusieurs amusements tout à la fois. Ce qui domine dans l'une, c'est la passion et le plaisir, et dans l'autre, c'est la vanité et la légèreté. La galanterie est un faible du cœur, ou peut-être un vice de la complexion. La coquetterie est un dérèglement de l'esprit. La femme galante se fait craindre et la coquette se fait haïr. L'on peut tirer de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le pire de tous. Une femme faible est celle à qui l'on reproche une faute, qui se la reproche à elle-même, dont le cœur combat la raison, qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard. Une femme inconstante est celle qui n'aime plus, une légère, celle qui déjà en aime un autre, une volage, celle qui ne sait si elle aime et ce qu'elle aime, une indifférente, celle qui n'aime rien. La perfidie, si je l'ose dire, est un mensonge de toute la personne. C'est dans une femme l'art de placer un mot ou une action qui donne le change et quelquefois de mettre en œuvre des serments et des promesses qui ne lui coûtent pas plus à faire qu'à violer. Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle. S'il la croit fidèle, elle est perfide. On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu'elle guérit de la jalousie. Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un double engagement à soutenir également difficile à rompre et à dissimuler. Il ne manque à l'un que le contrat et à l'autre que le cœur.
à juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et ses dédains. Et il n'y a personne qui doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la charmer. Son choix est fait. C'est un petit monstre qui manque d'esprit. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de ma lecture des caractères de La Bruyère. Juste avant de vous quitter, je veux vous citer une petite citation. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes en général, et de chacun d'eux en particulier. Et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde. Voilà, à tout bientôt, #VBN.